Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour à tous. La géopolitique contemporaine est parfois un peu déprimante. C'est le cas avec celle abordée aujourd'hui, tant il est question de menaces pour la démocratie, de collusion, d'escroquerie, de jeux truqués, d'aveuglement, d'absence de volonté politique, de perte de puissance des États. Regard sur les phénomènes criminels entre globalisation et dérégulation sur fond de prolifération des États. Facteur criminogène de la modernité, on comptait 45 États à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a à peu près 200 aujourd'hui, dont certains sont dépourvus de puissance juridique, policière, militaire. Mais ce n'est pas la seule raison expliquant l'essor de la criminalité organisée mondiale. L'effondrement de l'URSS a eu sa part, ainsi que les effets des attentats du 11 septembre 2001. L'économie mondiale vue du côté de la criminologie, l'approche est évidemment différente. Est-elle aussi éclairante, voire davantage? Question à nos invités, ils sont trois. Jean-François Guéraud, commissaire de la police nationale et ancien membre de la direction de la surveillance du territoire, aujourd'hui essayiste. Le nouveau capitalisme criminel est son dernier livre, paru chez Odile Jacob. Bonjour. Bonjour. Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative économique, auteur de La Capture, où l'on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l'intérêt général et comment mettre fin à cette situation, aux éditions La Découverte. Bonjour. Bonjour. Et Jacques de Saint-Victor, historien, auteur de Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique, aux éditions Gallimard. Bonjour. Bonjour. Crise financière et criminalité, le lien entre les deux est au centre de votre ouvrage, Jean-François Guéraud. Crise financière mexicaine, thaïlandaise, des années 90, plus récemment crise espagnole où l'argent de la drogue aurait contribué plus qu'on ne le pense à la bulle immobilière. Colombie où l'on s'aperçoit que les banques sont plus narcodépendantes qu'un simple héroïnomane. Comment les crises financières peuvent-elles avoir une origine criminelle et comment en est-on arrivé là? Jean-François Guéraud. Alors, quand on réfléchit à la question du lien entre finance et crime, on peut voir les choses par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par des faits divers ou des affaires ponctuelles. À mon avis, depuis le début de la dérégulation et la transformation du capitalisme dans les années 80, il faut en quelque sorte monter le niveau de jeu et comprendre qu'il peut y avoir d'un point de vue macroéconomique une vraie problématique criminelle dans le déclenchement des crises financières. Pourquoi ? Depuis les années 80, le capitalisme s'est profondément transformé. On est passé d'un capitalisme de type fordien et New Deal à un capitalisme excessivement dérégulé, financiarisé et mondialisé. Et ce capitalisme-là est très criminogène, c'est-à-dire qu'il ouvre des opportunités, des incitations à la commission de fraudes diverses, absolument inédites dans l'histoire. Alors, ça ne signifie pas que les crises financières nées de la dérégulation sont des crises criminelles, ce sera un peu schématique, ça nous renverra à une vision complotiste de l'économie et de l'histoire, mais ça signifie simplement que ces crises ont une dimension, c'est-à-dire une part plus ou moins grande de criminalité qu'il faut savoir prendre en compte si on a le souci d'avoir un regard éclairé, c'est-à-dire de poser un diagnostic juste sur ces crises financières qui, rappelons-le, au-delà de leur dimension criminelle, présentent des particularités quand même aussi assez troublantes. Elles sont répétitives, extrêmement brutales d'un point de vue social en termes de pauvreté, de chômage, et surtout elles se répandent sur l'ensemble de la planète. Et imprévisible aussi, c'est un canal d'analyse ? Imprévisible, alors là vous êtes en dehors de mon domaine d'expertise, Christian Chavagneux pourrait peut-être mieux y répondre, mais en tous les cas, lorsqu'on voit se former des bulles immobilières et boursières, on peut déjà avoir un petit peu d'alerte. Alors, si vous êtes un ultra-libéral, un ayatollah des marchés, vous ne croyez pas même à la notion de bulle immobilière et financière. Si vous êtes un petit peu plus keynésien, dès que vous voyez en effet une déconnexion entre l'économie réelle et la formation des prix, eh bien vous pouvez avoir des doutes et on doit à ce moment-là se poser la question d'une part des fraudes et d'autre part des surliquidités nées du blanchiment d'argent pour comprendre en effet parfois le développement immobilier ou le développement de la bourse. Christian Chavagneux. Il faut bien insister déjà sur le fait que Jean-François Guéraud fait partie de ces rares spécialistes qui s'intéressent à la dimension criminelle du capitalisme en général et de la finance en particulier. Il y a très très peu de passeurs comme ça, alors que la dimension est tout à fait importante. Dans un ouvrage précédent dans lequel j'ai essayé d'analyser des grandes crises financières à travers l'histoire,
toutes les grandes crises financières, toutes les grandes crises spéculatives comportent une dimension criminelle. Donc je ne sais pas si c'est peut-être une question là que j'aurai à Jean-François Guéraud. Est-ce que vraiment notre crise à nous, notre capitalisme est si inédit que ça dans l'alliance entre la finance, le développement, l'internationalisation de la finance et la dimension criminelle? J'en suis pas si sûr. Et surtout, ce que montre bien Jean-François Guéraud, c'est que on est loin des voyous providentiels, des Madoff. Il y aurait quelques brebis galeuses qui se comporteraient de manière un peu illicite. Non, c'est vraiment dans le fonctionnement même de la finance aujourd'hui. J'ai envie de dire, pour prendre un langage d'économie, c'est dans le business model aujourd'hui de la finance que de s'appuyer sur des comportements plus que douteux. Alors, ça ne veut pas dire que tous les banquiers sont des mafieux, que tous les financiers sont des mafieux, bien sûr, mais il y a une dimension d'illégalisme extrêmement forte dans la finance aujourd'hui. On le voit, malheureusement, semaine après semaine, dans les condamnations des institutions, des grandes banques, malheureusement pas les condamnations des grands banquiers. Et on voit que cette séquence du capitalisme financiarisé d'aujourd'hui, est marquée de plus en plus, semaine après semaine, par tous les illégalismes qui ressortent régulièrement. Alors, on reviendra sur les comportements douteux, parce que c'est intéressant d'avoir des exemples précis pour mieux comprendre. Je me tourne juste vers vous, Jacques de Saint-Victor. Tout cela, cette dimension criminelle dans les crises, etc., tout ça n'est pas nouveau? Alors non, je rejoins ce que disait Christian Savagneux, c'est pas nouveau, mais simplement ce qui est peut-être une rupture, c'est ces phénomènes sont apparus surtout, nous les avions oubliés depuis les années 45 en fait, dans les années 1980. On voit qu'il y a à peu près une trentaine d'années sans grande crise financière. C'est pour ça que C'était les bienfaits de la guerre froide ? C'était les bienfaits, ce qu'on pourrait appeler du pacte keynésien qui est né après 1945, où il est vrai que la finance était très régulée, elle était même une activité, comme le disait par exemple Paul Krugman, un peu ennuyeuse, et que à partir du moment où il y a eu... pour des raisons qui peuvent aussi s'expliquer. On était dans les années 70 dans une période de stagflation, donc il a fallu relancer la machine et on est allé vers des politiques de dérégulation, des réglementations, enfin toutes ces politiques qui sont nées à partir des années 80 et surtout dans les années 90 et qui ont débouché assez rapidement, dès le milieu des années 90, vers des crises financières comme les crises asiatiques et autres. Et c'est à partir de là qu'on a vu réapparaître des phénomènes qui, en effet, vous avez parfaitement raison, ont été analysés par les criminologues et les historiens, par exemple, dès la fin du 19e siècle. On voit apparaître des analyses sur, justement, la criminalité en col blanc. Les premières analyses de la criminalité en col blanc sont antérieures au début du 20e siècle, dès la fin du 19e siècle, et puis elles sont systématisées par un grand auteur qui s'appelle Sutherland dans les années 30, et son livre apparaît dans les années 40. Et à cette époque-là, alors ça fait encore scandale, l'idée qu'il y ait des criminels en col blanc. Aujourd'hui, c'est à peu près quelque chose qui est commun. Tout le monde a à peu près l'idée qu'il puisse y avoir des criminels en col blanc. Ce qui fait scandale aujourd'hui, et c'est l'idée développée par Jean-François Guéraud dans son livre, et de ce point de vue-là, je trouve ça tout à fait passionnant, c'est que cette criminalité fait système. Alors qu'auparavant, toute la théorie de la criminalité en col blanc, c'était que c'était une criminalité individuelle. Phénomène, comme vous l'avez cité, de brebis galeuses, phénomène Madoff, phénomène de quelques financiers un peu, disons, qui auraient abusé. Là, on a la démonstration que ce sont des systèmes criminels qui sont en place. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse tout particulièrement, parce que moi, j'étudie plutôt les mafias, ce qui est moins sophistiqué que la criminalité financière. Mais c'est aussi les phénomènes qui se comportent en système. Et ça, de ce point de vue-là, je crois que là, vraiment, il y a quelque chose de très neuf dans l'analyse de Jean-François Guéraud. Alors, la criminalité fait système. Je me tourne vers vous, Jean-François Guéraud. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'exception. Je veux dire, la dimension criminelle dans la finance est quelque chose qui aujourd'hui a atteint la surface du globe et il n'y a plus d'exception à ce système. Disons que l'ensemble des phénomènes criminels peuvent être lus comme étant un fil rouge d'une partie importante du fonctionnement de la finance internationale. Et pour ça, on peut avoir, je pense, deux niveaux d'analyse. Une analyse, j'allais dire, policière, judiciaire, de droit pénal, avec donc des répétitions d'actes criminels et frauduleux qui, par leur répétition, vont commencer à faire système. Et puis, on peut avoir une analyse plus macroéconomique et macrocriminologique,
en quelque sorte monter le niveau de jeu, monter un étage, sortir de la criminologie et s'intéresser et s'interroger à l'économie du système lui-même, comment il s'organise. Vous regardez comment la finance américaine s'est organisée après la faillite des caisses d'épargne dans les années 90, elle s'est réorganisée autour d'un système hyper prédateur, consistant à aller piquer de l'argent aux pauvres pour en gros le donner aux riches. Alors évidemment, vous allez me dire, on ne passe pas les menottes à un système d'idées ou à un système économique. Mais il est intéressant de voir comment tout un système s'organise vers de la prédation, ce qui conduit in concreto, en effet, à des actes criminels répétitifs. Et c'est l'interrogation que j'ai également actuellement sur le trading de haute fréquence. Sujet éminemment complexe, tout ça est très barbare. Comme c'est très compliqué, c'est en dehors du débat public, mais fondamentalement, c'est quoi le trading de haute fréquence ? Ça consiste à passer des milliers de transactions à la nanoseconde. C'est un mode opératoire algorithmique qui réorganise les marchés financiers. Alors, je pense deux choses. In concreto, je pense que parce qu'on ne les verra plus, c'est une incitation permanente aux fraudes. On ne les verra plus intellectuellement, on ne sait pas les repérer, on ne sait pas les repérer même techniquement et matériellement, et on pourra même plus, je pense, demain les démontrer face aux tribunaux. Mais l'ensemble de l'organisation du système, c'est peut-être un délit d'initié qui a été légalisé et systématisé, c'est peut-être du front-running technologique. On a peut-être subitement légalisé la concurrence déloyale et l'hyperspéculation sur les marchés, en particulier sur les marchés matières premières. Alors moi justement, je me tourne vers vous, Christian Chavagneux. Comment cette nouvelle technique de transaction sur les marchés financiers a-t-elle fait irruption pour parler du trading de haute fréquence et finalement, en quoi est-il déviant et finalement, là aussi, on va plus loin. C'est l'arrivée des ordinateurs et le gigantisme de ces machines qui fait qu'aujourd'hui, on est totalement dépassé par ce qui s'y effectue. Il faut bien comprendre que les humains ne sont pas capables de réaliser les transactions que réalisent les ordinateurs aujourd'hui. On est comme quand les militaires envoient des drones, ils restent dans un petit bureau derrière leurs ordinateurs et puis ils voient les avions sur un théâtre d'opération. Avec le trading haute fréquence, c'est pareil. Vous avez des gens derrière un ordinateur qui regardent comment les marchés boursiers se comportent et on regarde de loin parce que la vitesse à laquelle ils analysent les informations qu'ils reçoivent, la vitesse avec laquelle ils agissent, eh bien, est tout à fait impossible pour un humain. Donc on rentre dans un monde où un algorithme essaye de battre un autre algorithme, lui envoie des mauvaises informations pour qu'il puisse croire que le marché va dans un sens et dans un autre et prendre des positions inverses pour pouvoir arriver à le battre à son propre jeu de la spéculation et gagner de l'argent. On ne sait plus du tout qui prend des positions, à partir de quoi, qui prend quel risque, à quelle hauteur, avec quel argent. Et donc on se retrouve dans un monde de l'opacité totale où à chaque fois qu'on a un analyste qui peut aller regarder d'un peu plus près ce qui s'y passe, on trouve délit d'initié, opacité, spéculation, manipulation d'informations. On est vraiment dans un monde où le contrôle, je dirais la régulation financière nous échappe. Pourquoi en plus pour une utilité sociale nulle? Le trading à haute fréquence ne sert qu'à faire gagner de l'argent à quelques banquiers qui ont mis ça en place. L'utilité sociale du trading à haute fréquence est absolument nulle, ne sert à rien du tout. Ça ne sert pas le financement de l'économie, ça ne sert pas le bien-être des économies, ça ne sert qu'à empocher quelques profits supplémentaires. Donc c'est vraiment une activité néfaste, opaque, qui frôle avec les illégalismes et qui on ferait bien de supprimer complètement. Alors, se pose la question de l'interdiction ou non du trading de haute fréquence. Mais d'abord, un commentaire, Jacques de Saint-Victor, sur ce qui vient de... Sur le trading de haute fréquence, j'aurais quelques difficultés à faire un commentaire, si ce n'est une remarque m'inspirait en vous écoutant mes lectures d'Hannah Arendt qui faisait un lien entre la vitesse et l'oppression. Je pense qu'on est vraiment là dans un cas flagrant, puisque si j'ai bien compris, en effet, ça se joue à la nanoseconde, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument impossible à identifier d'une certaine manière. Oui, c'est exactement ça. Question à Jean-François Guéraud. C'est-à-dire la vitesse et l'invisibilité. C'est-à-dire que c'est une vieille question, mais qui remonte à la philosophie grecque. C'est la fable de l'anneau de Gygès. Tout système, tout individu qui arrive à se créer de l'invisibilité s'offre à lui-même des incitations à mal faire. Pourquoi est-ce que nous agissons bien ? C'est parce que nous sommes sous le regard d'autrui. On voit ça dans Norbert Elias. Je parle sous le contrôle de Jacques de Saint-Victor, mais c'est ça. Nous commençons à bien faire dans la société parce que nous sommes sous le contrôle, sous le regard de notre voisin ou d'une institution. Et là, subitement, on voit des activités financières qui aujourd'hui sont en surplomb par rapport à toute l'économie et à la politique, donc qui ont un poids considérable, qui disparaissent dans l'invisibilité. Et c'est une invisibilité, je souligne ce point qui me semble fondamental, intellectuelle, matériel et juridique. On ne sait pas bien comprendre, on ne sait pas bien repérer, on ne sait pas bien identifier, on ne sait pas bien qualifier. Qu'est-ce qu'une fraude à l'ère du trading de haute fréquence ? Où est-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Voilà. On crée de l'invisibilité et de l'opacité. Et en plus dans la dispersion, puisqu'en fin de compte aujourd'hui les marchés financiers c'est quoi ? C'est plein de bourses à travers le monde
En fait, c'est un archipel relié par de l'hypervitesse, donc par des canaux très rapides. Et aucun État, dans sa verticalité un peu statique et figée, n'a de surplomb vis-à-vis du phénomène. En même temps, il y a deux grosses plateformes d'ordinateurs, une aux États-Unis, dans le New Jersey, et puis une à Basildon, dans la banlieue de Londres. Et l'essentiel du trading à haute fréquence passe par là et par des câbles sous-marins. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que il y a des nouveaux câbles sous-marins entre les États-Unis et l'Europe qui sont en train d'être mis en place. Et les États-Unis avaient pris, pour installer ces câbles, la meilleure. Et c'est en fait une entreprise chinoise. Et donc le gouvernement américain dit non, on va se faire prendre toutes nos données par le gouvernement chinois, donc il faut remettre ça sur le tapis, et de fait c'est une entreprise américaine qui va installer ces câbles. Il faut savoir que pour gagner de la vitesse il faut savoir qu'aujourd'hui on pense aux lasers ou aux ondes radio pour pouvoir passer ces ordres encore plus vite, pour aller encore plus dans la démesure de la vitesse et pour aller encore plus, me semble-t-il, dans la démesure de l'opacité. Mais il y a quelques experts américains et français qui peuvent rentrer dans le système et nous dire quand ça se passe pas bien. Et vous avez un excellent expert américain qui passe son temps sur Twitter et sur sa page Facebook et son site à démonter aux milliers de secondes par milliers de secondes les transactions pour faire voir les moments où les illégalismes peuvent peut-être s'exprimer. À croire qu'ils ne sont pas systématiques, ces illégalismes. La question qui se pose, est-ce qu'il faut interdire le trading de haute fréquence ? Est-ce que vous soulignez, en tout cas ce que j'entends entre vos mots, c'est l'incapacité des États à lutter contre ces phénomènes et à lutter contre ces gigantesques banques et ces gigantesques opérations qui se font au quotidien, Jean-François Guéraud ? En général, lorsque l'on est confronté ou aux dérives ou aux déviances du système financier, on nous parle... Premièrement, transparence. On nous explique que c'est en mettant de plus en plus de lumière dans le système qu'on peut résoudre les questions. On nous parle régulation. Je pense que parfois la régulation, ça consiste en fait à mettre des canaux de sauvetage autour du Titanic, mais pas beaucoup plus. Et en effet, on doit se poser parfois la question de l'interdit. Mais nous ne savons plus bien interdire. C'est un mot un petit peu sacrilège dans la société spectaculaire et festive. Et on y pense d'autant moins que, en réalité, on voit comment la technique, à la fois la très haute technologie et la finance, a imposé, de fait, à bas bruit, sa présence, son pouvoir, en dehors de tout débat politique et démocratique. Il y a une situation de fait, qui s'est créée et qui désarme les pouvoirs politiques lorsqu'elles s'en rendent compte, mais avec un décalage temporel assez frappant. Jacques de Saint-Victor ? Oui, je pense que surtout quand on entend parler d'interdit, se pose la question de savoir, mais qui a le pouvoir d'interdire ? Et ce que je constate en lisant le livre de Jean-François Guéraud, les analyses qu'ont pu faire Christian Famigneux ou d'autres experts, vraiment en tant que juriste, historien du droit, ça me frappe, c'est qu'on voit aujourd'hui que toute cette puissance financière échappe en réalité au contrôle des États. En tout cas, il y a des exemples qui sont donnés dans le livre de Jean-François Guéraud qui sont vraiment terribles pour un juriste, et je pense notamment, alors je sors du trading de haute fréquence, si vous voulez, on y reviendra après, parce que moi c'est pas vraiment un domaine sur lequel j'ai le moindre lumière, mais quand l'affaire qu'évoque Jean-François Guéraud sur une banque HSBC, pour ne pas la citer, donc, où finalement la conclusion des autorités américaines, c'est qu'elle est too big to jail, c'est-à-dire elle est trop grosse pour pouvoir être condamnée, parce que sinon ça entraînerait une telle crise systémique que finalement cette banque, on préfère passer une transaction pénale comme on a la possibilité de faire aux États-Unis. Mais elle a été soupçonnée d'un blanchiment qui porte sur plusieurs milliards de dollars d'argent. Et si on arrive, j'ai noté une conclusion qui avait été faite par le gouverneur de l'État de New York à propos de cette affaire, Eliot Spitzer, qui disait que si la loi ne s'applique pas équitablement, nous ne sommes plus dans un État de droit. Et c'était à propos justement de l'impossibilité de poursuivre au fond cette grande banque. Donc là, à mon avis, ce que on voit, c'est que on arrive à des rapports de force qui sont désormais totalement déséquilibrés, où ce n'est plus la puissance traditionnelle, c'est-à-dire la puissance d'État, qui a la capacité, au fond, de réguler et de fixer des interdits. Voilà ce que, en tout cas, ça m'inspire du point de vue de l'histoire de la démocratie. Si on veut aller très très loin, je force un peu le trait, mais ça, on a connu ça dans notre histoire.
Ça s'appelle la féodalité. C'est-à-dire que quand il y a des puissances privées qui sont plus fortes que la puissance publique. Rapport de force totalement déséquilibré. Très rapidement, Christian Chavagneux, vous partagez ? Non, je pense qu'il faut pas aller aussi loin que ça. Je pense que les États qui souhaitent vraiment réguler la finance peuvent le faire. Alors il y a des rapports de force, vous avez tout à fait raison, mais je pense que les États qui veulent le peuvent. Je reprends les chiffres que vous donnez, Jean-François Guéraud, dans votre ouvrage « Le nouveau capitalisme criminel », un rapport de l'agence de l'ONU spécialisée dans la lutte contre le crime publié en 2011 dresse un constat sans appel. Les revenus criminels mondiaux représentent 2100 milliards de dollars par an, chiffre de 2009, probablement a-t-il augmenté depuis, je ne sais pas. La part de l'argent sale blanchi via le système financier mondial est estimée chaque année à 1600 milliards de dollars. Les flux financiers issus du seul crime organisé et du trafic de drogue représentent 870 milliards de revenus par an. Ça fait beaucoup de chiffres, mais je pense qu'ils sont importants à poser. Environ 70% de ces 870 milliards annuels, soit 580 milliards de dollars, sont blanchis via le système financier. Les revenus les plus importants du crime organisé proviennent du trafic de drogue à hauteur de 20%. Et alors, peut-être plus surprenant, seulement 1% des 1600 milliards de dollars blanchis chaque année dans le monde parviennent à être captés par les instances de régulation ou de répression. Commentaire, Jean-François Guéraud. Alors, 2 commentaires. Tout d'abord, on se rend compte, quelle que soit l'incertitude du chiffrage d'une activité criminelle et clandestine, il n'y a pas d'INSEE du crime, évidemment, mais quelles que soient ces incertitudes méthodologiques et autres, dont il faut avoir conscience, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans des sommes macroéconomiques, des sommes qui ont un poids considérable. Vous vous rendez compte que tous ces chiffres sont très supérieurs au PIB parfois ou au budget de certains États. Donc tout ça a du sens. On n'est pas dans le marginal, dans le folklorique, dans le ponctuel. Ça a du sens d'un point de vue économique, financier. Ça a du poids. Ça leste l'économie et les marchés. Seconde remarque, et c'est peut-être le chiffre qui a été évidemment le moins commenté par la médiasphère, mais c'est ce chiffre de 1%, qu'un rapport de la Cour des comptes américain avait déjà mis en valeur. C'est-à-dire que, grosso modo, ça signifie que quand moins de 1% de l'argent du crime blanchi arrive à être capté, récupéré par une voie administrative ou judiciaire, cela signifie que la lutte contre le blanchiment d'argent est un échec total et pathétique. On a d'un côté donc des cathédrales de papier, des institutions, des lois, des discours qui donnent l'illusion de l'efficacité et de la réussite. On s'imagine que le verbe suffit à transformer le monde, c'est pas aussi simple. Et puis, dans les faits, on se rend compte que tout ça ne fonctionne pas. Ce qui est grave, c'est grave pour 2 raisons, parce que lorsque vous permettez à la machine de blanchir, vous encouragez les activités criminelles en amont. Une activité criminelle est incitée à se poursuivre et à se générer quand elle sait qu'elle va pouvoir profiter de son activité elle-même. Et puis, deuxièmement, c'est grave parce que cet argent, ce sont des phénomènes de surliquidité. C'est de l'argent qui est déconnecté d'une activité économique réelle, saine, et cet argent donc va aller s'immerger dans les marchés économiques financiers pour en transformer le fonctionnement, et surtout cet argent va venir petit à petit acheter des parts de l'économie réelle. Il n'est pas indifférent de savoir peut-être qu'une partie, évidemment pas du CAC 40 puisque tout est propre à Paris, mais une partie de l'activité boursière à la City ou à New York, appartient à peut-être un baron de la drogue mexicain ou un baron de la criminalité organisée sud-africaine. Christian Chavagneux, un commentaire sur ce que vient de dire Jean-François Guéraud, échec total et faillite. Je partage tout à fait son analyse. D'abord sur les chiffres. Les chiffres, bien évidemment, on les connaît pas. Mais par contre, tous les spécialistes qui regardent le sujet sont d'accord pour dire que c'est beaucoup, que ça a un vrai impact au niveau des différents pays et au niveau mondial. En même temps, on est là vraiment dans les données des hors-la-loi. On est vraiment chez les bandits, là. Et ce que Jean-François Guéraud décrit dans son livre va bien plus loin. C'est un peu le début de notre conversation tout à l'heure. C'est que ces illégalismes des financiers vont bien au-delà que d'offrir des services d'opacité aux bandits. Les services d'illégalisme, c'est quand on apprend que le premier marché financier du monde, qui est le marché d'échange, plus de 5000 milliards de dollars échangés tous les jours, a été manipulé pendant des années par les traders des plus grandes banques internationales. Quand il y a un taux d'intérêt qui est déterminé à Londres, qui est un taux d'intérêt qui influe tous les taux d'intérêt des prêts du monde entier, qui est déterminé à Londres tous les jours, on apprend que pendant des années, les mêmes traders de ces grandes banques mondiales, des
plus grands noms, françaises, américaines, britanniques, italiennes, etc., asiatiques, se sont prêtés à une manipulation de ce taux pour gagner de l'argent, on voit que les illégalistes vont malheureusement bien au-delà que la mise en service de services d'opacité pour ces mafieux barons de la drogue, barons de la prostitution, etc. Donc moi, c'est ça mon inquiétude, et c'est par ce biais-là que j'avais travaillé sur les paradis fiscaux pour montrer que ce sont là les routes qui servent à la fois au hors-la-loi dont on vient de parler, et à la fois aux grands financiers, aux grandes fortunes, aux grandes entreprises du CAC 40 aussi, malheureusement, et de tous les CAC 40 du monde entier, pour organiser une circulation tout à fait illégale de l'argent au niveau international. Alors, pour inverser cette tendance de la part du crime dans les marchés financiers aujourd'hui, priorité à la lutte contre les paradis fiscaux Je ne sais pas si c'est la priorité. En tout cas, oui, si on veut vraiment réguler la finance, il faut en passer par une lutte contre les paradis fiscaux. Il faut arriver à tuer l'offre de services d'opacité financière. Ça va être un long chemin. C'est comme la lutte contre le réchauffement climatique. On peut être conscient du sujet. On peut commencer à agir au niveau international, au niveau du G20. Et je crois que 2013 marque une vraie volonté politique d'agir en ce sens. Maintenant, les résultats concrets de cette lutte, on verra dans plusieurs années. Moi, ce qui me frappe, et j'étais assez surpris dans le bon sens par la fin du livre de Jean-François Guéraud, il nous dit: on commence à pointer de plus en plus les paradis fiscaux, on commence à pointer les banques qui les utilisent, et pourtant les questions de réputation ne jouent plus. On pourrait dire quand HSBC est pris la main dans le sac de blanchiment, mais avec des milliards de dollars, comme l'a rappelé Jacques de Saint-Victor, ça devrait jouer. Lorsqu'on nous dit que BNP Paribas est la première banque française présente dans les paradis fiscaux, beaucoup plus que les autres, ça devrait jouer sur la réputation. Or, ces effets de réputation ne jouent plus. J'ai trouvé que cette remarque tout à fait pertinente. Je ne sais pas comment Jean-François Guéraud l'explique, mais je me suis dit que oui, il y a la justice qui joue, oui, il y a les régulations qui doivent jouer, mais les phénomènes de réputation doivent jouer. Les investisseurs doivent se dire: moi, je mets mon argent dans une banque qui se retrouve à la une de la presse parce qu'elle est présente dans les paradis fiscaux, parce qu'elle sert les illégalismes. Et non, même pas, ça ne change rien. Je trouve que c'est un bon lièvre levé par Jean-François Guéraud. Alors justement, Jean-François Guéraud, vous avez une explication, un début de piste sur le fait que le phénomène de réputation ne joue plus et que... Alors, dans le livre, j'essaye de donner tout un tas de micro-explications. Je vais peut-être résumer ce que je pense profondément, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la mauvaise réputation est peut-être la bonne réputation. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, qui joue, qui agit? Des acteurs institutionnels, qui ont des mentalités et des objectifs de prédation. Alors évidemment, une mauvaise réputation, c'est quelque chose de grave pour le petit épargnant, pour vous, pour moi, mais vis-à-vis de la banque de dépôt. Si votre banque de dépôt traditionnelle a une mauvaise réputation, vous allez être tenté de retirer votre argent. Mais si vous êtes un très gros acteur financier international ou une très grande entreprise, le fait d'être confronté à des grands requins, à des prédateurs, comme vous-même vous en êtes un certainement, c'est plutôt un gage d'intelligence et de savoir-faire. Tout le monde sait que Goldman Sachs est une banque... Alors je vais être prudent, un peu rock'n'roll, quoi. Mais ça effraie qui? Personne. Au contraire, on y voit une forme de technicité, de savoir-faire. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, le patron de Goldman Sachs, Lloyd Bankfeld, l'a très bien expliqué lorsqu'il a été soumis au grill de la grande commission d'enquête sur l'affaire des subprimes, la commission d'enquête du Congrès. Mais il a dit, écoutez, nous sommes dans les activités financières entre adultes consentants, entre des gens qui savent, donc le principe caveat emptor ne s'applique pas, ils savent où ils mettent les pieds. C'est ce qu'il a expliqué au Congrès des États-Unis. En gros, nous sommes des requins, ce sont des requins, que chacun se débrouille. Un commentaire, Christian Javagnier? Je partage tout à fait les analyses de Jean-François Guéraud de ce point de vue. Malheureusement, s'il a raison, ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de retrouver l'ambiance des années 30, ce que Franklin Roosevelt avait réussi à faire dans les années 30, c'est-à-dire faire comprendre que ce monde-là n'est plus possible. Et aujourd'hui, malheureusement, je crains que nos hommes politiques, y compris ceux qui pourraient s'inspirer de Franklin Roosevelt, soient pas du tout sur la même longueur d'onde et qu'ils se contentent de gérer les intérêts nationaux de leur banque. On l'a vu dans le cas français de manière tout à fait explicite. Pourquoi est-ce qu'on ne remet pas en cause le trading haute fréquence des banques françaises? Parce qu'on a peur que d'autres banques prennent ces marchés et les développent et aillent à Londres ou à Singapour, plutôt que de se dire il faut plutôt agir politiquement extrêmement fort pour remettre ça en cause. Eh bien non, on défend nos petits champions nationaux et on laisse se propager de types de comportements que vient d'écrire Jean-François Guéraud, et c'est à mon sens politiquement suicidaire et inacceptable. Donc des mondes qui se tiennent, on l'a bien compris, coopération entre criminels en col blanc, gangsters traditionnels et hommes politiques corrompus. On constate de plus en plus de collusion entre terrorisme et groupes criminels. Est-ce qu'on assiste à un phénomène d'hybridation entre ces deux mondes? Je me tourne vers vous, Jacques de Saint-Victor. Ça, c'est en effet ce qu'on constate de plus en plus. Et
je rejoins l'analyse que faisait Christian Chavagneux sur les paradis fiscaux. Les intérêts qui sont dans les paradis fiscaux sont loin de là majoritairement mafieux, mais ce que l'on constate de plus en plus, et là par exemple des analyses par exemple qui ont été faites dans la jurisprudence italienne, dans des choses très concrètes, montrent qu'il y a de plus en plus des pénétrations entre les sphères légales et les sphères vraiment illégales. Et on assiste en Italie à un développement d'un phénomène que les criminologues, c'est pas du tout un concept sociologique, les criminologues italiens appellent les bourgeoisies mafieuses, c'est-à-dire des acteurs qui sont parfaitement légaux, qui sont très bien établis et qui n'hésitent pas, s'il le faut, à nouer des rapports synalagmatiques avec des entreprises criminelles, des acteurs criminels. Et cela se fait dans une sorte de destruction de toutes les dernières barrières morales, si vous voulez. Au nom de quoi ? Eh bien, au nom de l'efficacité. Et c'est au fond un problème aujourd'hui qui nous ramène à quelque chose qu'on a très bien connu à la fin du 19e siècle et qui avait très bien été mis en évidence par Thorstein Veblen dans son livre célèbre sur la société de loisirs. C'est un problème d'éducation. Et là, je crois qu'il faut se tourner carrément vers au fond, les écoles de management, les écoles de commerce qui forment les futurs acteurs de cette finance internationale. Et c'est là que se jouera, ou devrait se jouer, la clé pour notre avenir, c'est-à-dire ne pas faire de ces réputations à franc renversé dont parlait Jean-François Guéraud, c'est-à-dire essayer de ne pas confondre la vertu et le vice, quoi. Jean-François Guéraud, un commentaire. C'est vrai aussi qu'on a vu pas mal d'anciens étudiants de Harvard mis en cause. Et je ne stigmatise pas Harvard à proprement parler. On pourrait citer d'autres universités célèbres, mais en tout cas, des génies des universités qui finalement conduisent à certaines catastrophes dans certaines circonstances. Les questions de valeur et d'idéologie sont absolument cruciales. Jacques de Saint-Victor parlait du livre de Veblen, sa théorie de la classe de loisirs. Il est quand même intéressant de voir que dans l'histoire des idées, ce livre a été complètement oublié. C'est un livre encore plus subversif certainement que certaines œuvres de penseurs socialistes ou même de Marx au 19e. Mais ce livre était extrêmement dérangeant parce qu'en effet, il pointait du doigt des ressorts profonds de la société capitaliste et consumériste. Ce que l'on enseigne dans les écoles est en effet cardinal. Christian Chavagneux, au début de conclusion de cette émission, j'ai envie de vous poser la question finalement de savoir dans quel monde vit-on aujourd'hui ? C'est une question assez vaste, très philosophique. Si vous me permettez, je vais apporter un petit complément à ce qu'ont dit les deux autres auteurs. Je crois que on a tout à fait raison de souligner que notre capitalisme contemporain est celui de l'hybridation. Il y a même un mot en japonais qui s'appelle les Hankoku Jidai, et c'est un lieu physique concret où les gens de l'administration, les gens du privé et les mafieux se rencontrent physiquement pour parler de l'évolution de l'économie. Lorsqu'on s'appuie sur les travaux de Jean-François Bayard, qui est un chercheur français de renommée internationale, qui étudie comment l'État et comment le politique se construit à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui, on est complètement frappé par le fait que ce qui montre, c'est que les liens entre élite privée, élite publique, élite mafieuse fait partie de l'histoire depuis des siècles, et que on parlait de la féodalité tout à l'heure, mais dans tous les pays du monde, selon des trajectoires historiques et des sociétés bien particulières, mais c'est un phénomène qui n'est pas inédit. Aujourd'hui, on le constate chez nous, mais on pourrait le constater dans beaucoup en Chine, au Japon, dans tous les pays émergents asiatiques, en Amérique latine, aux États-Unis, en France. On s'est construit sur l'alliance entre des comportements illégaux, des comportements d'initiative privée et des comportements de construction politique. Donc je crois que cette hybridation, vous avez tout à fait raison de souligner, elle est traditionnelle de notre capitalisme contemporain, mais aussi elle est traditionnelle de l'évolution de l'économie politique à travers les siècles. Donc j'en reviens à ce qu'on disait finalement au début de l'émission, rien de nouveau sous le soleil. Non, alors, justement, moi je suis pas d'accord avec cette analyse Jacques de Saint-Victor. Du rien de nouveau sous le soleil. Il faut pas oublier quand même d'où nous venons. C'est vrai que il y a eu de nombreuses sociétés qui se sont construites dans cette hybridation, mais n'oublions pas que quand même nous venons d'une tradition occidentale qui, à partir quand même disons du milieu du XVIIIe siècle, avec tout l'apport de ce qu'on a appelé la Commercial Society et autres, associer l'idée du commerce et de la pacification. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Non, mais ça s'est passé d'une certaine manière comme ça, même si évidemment, nous savons tous, historiquement, en tout cas, la société libérale capitaliste n'est pas née, comme le décrivait l'Emmanuel Béat de l'économie politique, pour reprendre une expression célèbre. Mais en tout cas, à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, il y a eu tout de même une tentative de rationalisation et de pacification.
Ce à quoi j'ai l'impression quand même qu'on assiste depuis une trentaine d'années, c'est un retour vers justement de très mauvaises pratiques que nous avions petit à petit contribué à cantonner, voire dans certains moments, éliminer. Voilà. Jean-François Guéraud. Alors, il est vrai que quand on observe le capitalisme américain au XIXe siècle, eh bien, c'est d'une part les fameux barons voleurs. C'est une réalité. C'est même beaucoup plus que ça, parce que l'historiographie américaine a montré récemment qu'une partie de ces barons voleurs aussi avaient su travailler main dans la main avec le crime organisé naissant aux États-Unis, mais de manière un peu systémique. Donc les deux phénomènes ont existé, et ce à quoi justement Franklin Delano Roosevelt et New Deal essayent de mettre fin, c'est bien ça. Donc ça n'est pas nouveau, il y a comme un espèce de retour de l'histoire, mais un retour de l'histoire qui prend peut-être un autre visage et peut-être une autre gravité, une autre importance. Donc je pense qu'il faut être prudent, parce que la théorie du rien de nouveau sous le soleil, c'est quelque chose d'un peu fataliste, qui nous laisserait penser qu'on ne peut rien changer ou rien bouger. Voilà, donc c'est juste pour nuancer un petit peu ce que disait Christian Chavagneux. Alors c'est vrai qu'on a déjà connu ça dans l'histoire, mais en même temps, je pense qu'il y a une part d'inédit dans ses modalités, dans ses dispositifs, et peut-être dans sa profondeur. Parce que, alors, on l'aura compris avec ce que vous nous avez dit les uns et les autres, finalement, l'événement majeur ou l'évolution majeure, c'est donc la financiarisation du monde. J'en reviens à ma volonté de conclusion. Là, maintenant, il est temps. Dans quel monde vivons-nous? Est-ce que la démocratie existe encore? Et s'il semble que oui, est-ce que c'est pas une apparence quelque peu trompeuse? Et on l'a compris dans la mesure où les États, finalement, ont peur de poursuivre les puissants. Élément de conclusion, Christian Chavagneux. Il y a un risque de plutocratie. C'est extrêmement clair aujourd'hui que les puissances de l'argent, par l'argent qu'elles détiennent, eh bien, puissent imposer leur voie politique. Bien évidemment, dans le débat américain, c'est beaucoup plus présent que chez nous, mais quand on voit la façon dont les intérêts financiers arrivent à imposer leur point de vue, et quand je dis imposer, je vais peut-être un peu trop loin, il y a certaines élites politiques qui acceptent de se faire capturer bien volontiers, eh bien, on peut quelquefois se demander si effectivement notre démocratie n'a pas une tendance à la plutocratie qui malheureusement s'exprime de plus en plus. Jacques de Saint-Victor. Oui, j'irais dans ce sens, en sachant que d'un point de vue théorique, de toute façon, tout régime démocratique a toujours une petite part d'oligarchique ou d'aristocratique, car il n'y a pas véritablement, et il n'y a jamais eu de démocratie pure. La question est de savoir justement ce qu'on appelle en théorie juridique les régimes mixtes. Quel est le degré dans la mixité d'éléments oligarchiques ou aristocratiques, et quel est le degré d'éléments démocratiques. Il est clair que jusque, je crois, dans les années 80, nous avions tout de même une expression démocratique assez importante. L'élément aristocratique et oligarchique ne cesse de progresser, et il est de moins en moins aristocratique au sens, par exemple, les juges de la Cour constitutionnelle, et de plus en plus oligarchique et plutocratique au sens de puissances financières qui n'ont même pas de statut juridique. Il faudrait peut-être d'ailleurs leur donner au fond une forme de statut juridique, je ne sais pas comment, ça serait trop compliqué, mais pour que justement au fond, certes, ils apparaissent dans le débat en tant que tels. Or, aujourd'hui, ce sont des puissances obscures, des puissances occultes. Et ça, c'est aussi un vrai problème pour la démocratie. Jean-François Guéraud. Je partage ce diagnostic. Nous sommes de plus en plus dans des systèmes plutocratiques, donc du gouvernement de l'argent, par l'argent et pour l'argent. C'est quand même un phénomène très préoccupant, et ce qui me trouble, c'est de voir que nous sommes dans un univers dans lequel il y a une montée très forte des inégalités, et que ce phénomène est concomitant d'une partie de la criminalisation à la fois des systèmes politiques et des marchés financiers. Et je pense qu'il y a entre les deux phénomènes, montée des inégalités et criminalisation, beaucoup plus que de la corrélation, je pense qu'il y a un lien de causalité entre les deux. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Jean-François Guéraud, commissaire de la police nationale et ancien membre de la direction de la surveillance du territoire, aujourd'hui essayiste. Le nouveau capitalisme criminel est son dernier livre, paru chez Odile Jacob. Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative économique, auteur de La Capture, où l'on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l'intérêt général et comment mettre fin à cette situation, aux éditions La Découverte. Et Jacques de Saint-Victor, historien, auteur de Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique, aux éditions Gallimard. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin avec l'appui de la documentation et Nathalie Laporte pour la réalisation et la technique. À la semaine